Donc, comme le disait Nathalie, ma présentation, c'est la gestion axée sur les résultats en action dans les écoles québécoises. Bien sûr, le livre présentait toute une analyse multiniveau de la trajectoire de cette politique, tant au niveau de l'Assemblée nationale du Québec qu'au niveau transnational, mais aussi au niveau intermédiaire des centres de services, anciennement commissions scolaires ou des écoles. Je ne vais pas parler de tout parce que nous avons un temps limité. Je vais surtout m'intéresser à la manière dont c'est mis en œuvre, donc la manière dont c'est en action dans les écoles et dans les commissions scolaires. Je vais utiliser le mot commission scolaire parce que, vous allez le voir, la recherche date de la période antérieure au changement de nom. Donc, c'est une politique, la gestion axée sur les résultats, qui est une politique de responsabilisation ou de reddition de comptes, il y a plusieurs traductions, donc d'accountability en anglais, qui est inspirée de la nouvelle gestion publique et donc qui prétend améliorer l'efficacité ou l'équité des systèmes en responsabilisant les écoles, les centres de services, les directions, les élèves, les enseignants sur leurs performances et leurs résultats. Et donc, je vais me centrer, comme je viens de le dire, sur la mise en œuvre, surtout du point de vue de ces effets sur les enseignants. Donc, c'est tiré du livre que Nathalie a bien voulu présenter. Donc là, il y a même un lien pour l'obtenir en PDF. Voilà. Et donc, la politique de la gare, donc c'est une politique qui est née dans les années 90-2000 et qui a été développée par plusieurs lois successives sur un fond déjà d'austérité budgétaire, de crise de l'État-providence. Et donc, c'est une approche qui était promue notamment par le Conseil du Trésor en disant qu'elle est fondée sur des résultats mesurables répondant aux objectifs et aux cibles définis préalablement en fonction des services à fournir. Mais tout le monde connaît ça, je ne sais même pas si je dois vraiment insister là-dessus. Et ça s'exerce dans un contexte de transparence, de responsabilisation et de flexibilité quant aux moyens pour atteindre les buts fixés. Alors, ça a été mis en place donc, à travers une série de lois successives qui se sont étalées de 2000 à 2019, qui ont mis en place différents types d'outils de façon comme une sédimentation d'outils qui ne les supprimaient pas, en fait, mais qui se surajoutaient aux précédents. D'abord, on a mis en place des cibles dès la loi 82 en 2000, avec des buts qui sont assez proches un peu partout dans le monde, c'est-à-dire augmenter les taux de diplomation, diminuer le décrochage ou augmenter la persévérance scolaire, améliorer les performances des élèves, notamment au Québec, on est au Québec en français, promouvoir un environnement sain et sécuritaire dans les écoles, augmenter les effectifs des élèves en formation professionnelle. C'était ce que les acteurs appellent les 5 buts de la ministre. 10 ans après, le vocabulaire était le même. En 2002, avec la loi 124, on met en place une planification, des outils de planification, des plans stratégiques pour les commissions scolaires, des plans de réussite pour les écoles. En 2008, avec la loi 88, ça va un petit peu plus loin, on met en place des contrats, des conventions de gestion et de réussite éducative pour les écoles, des conventions de partenariat pour les commissions scolaires, et on met aussi en place des rapports que vont devoir faire les acteurs à leur hiérarchie, mais aussi à la communauté, donc aux parents en particulier par de l'information. Ça ne se termine pas là. En 2017, sous un gouvernement libéral, la loi 105 va simplifier et rationaliser les outils. En fait, c'était déjà rationalisé, simplifié sur le terrain, mais donc ils le font dans la loi et ils changent le nom. Ça s'appelle projet éducatif. C'était plus vendeur d'une certaine manière de contrat, mais ça reprend les contenus des précédents plans et des précédentes conventions. Ça s'arrête de nouveau pas là. En 2019, la loi 40 va au Québec supprimer les élections scolaires, en tout cas sous une forme antérieure pour les commissions scolaires francophones, et vont nommer les directeurs généraux des commissions scolaires par le ministre, donc par le haut, avec une accentuation par différents mécanismes de la reddition de comptes au fond aux usagers, notamment aux parents, soit dans les écoles, soit au niveau des centres de services scolaires. Les examens ministériels étaient déjà là en place depuis au moins 40 ans, et on peut dire que les enjeux, on ne le voit pas sur le slide, je ne sais pas si malheureusement ceux qui sont en ligne le voient, mais donc les enjeux restent modérés pour ce type d'accountability, au sens où
il n'y a pas de menace formelle sur les salaires ou sur l'emploi des enseignants qui ont la chance d'avoir un contrat à durée indéterminée, ou pour les directions, pareil, même si leur carrière peut être affectée. Donc, malgré tout, on est loin de la situation du Texas où il y a des primes au salaire des plus performants ou des primes pour les écoles, etc. Donc, on n'est pas dans les high stake accountability, mais vous allez voir que même si c'est une régulation par les résultats relativement réflexifs, elle produit des effets assez proches au fond de ce qui se passe dans les pays à accountability dure ou à high stake. Un dernier mot, c'est que cette politique se met en place avec des finalités extrêmement nobles. J'ai dit les buts de la ministre. Donc, la réussite de tous, après l'accès de tous, est vraiment une des finalités grandioses, si je puis dire, de cette politique. C'est aussi une visée d'améliorer la qualité, mais qui peut être contre ça? Donc, les finalités sont relativement nobles. Alors, les questions de recherche que je vais traiter dans cet exposé, c'est donc comment les commissions scolaires mettent en œuvre cette politique, avec quels outils, dans quelle mesure ça affecte l'autonomie professionnelle des enseignants, leur sentiment de reconnaissance professionnelle, quelle légitimité ils accordent aussi à la gare, et alors je conclurai par une discussion plus normative. Bon, est-ce que finalement la gare c'est efficace? Est-ce que c'est souhaitable? Et voilà. Donc, quels sont les enjeux, au fond, qui sont derrière, ou les dérives qui sont derrière cette politique? Je suis désolé, mais vous allez chaque fois avoir le bas des transparents qui est coupé. Mais bon, je le dirai oralement. Alors, l'étude, c'est pas l'ensemble de la méthodologie, mais pour la mise en œuvre, voilà, c'est une étude de cas multiples auprès de 4 commissions scolaires. On en a contacté 30. Francophones, donc les anglophones n'étaient pas. Et donc c'est un échantillon, certains diraient, de circonstances, puisque les 4 commissions scolaires, c'est celles qui ont bien voulu participer. Voilà. Ça peut jouer sur les résultats, mais bon, on pourra éventuellement discuter dans les discussions. C'est construit à partir de données d'entretien semi-directif avec à peu près tous les acteurs des commissions scolaires et des établissements. Donc, vraiment les directeurs généraux, les cadres pédagogiques, les cadres aussi en ressources humaines, les directions d'école, les enseignants. Donc, il y a une 61 entretiens avec une analyse documentaire des conventions de partenariat et une analyse statistique de leurs données aussi. Et au niveau des écoles, on a travaillé dans 6 écoles secondaires, à la fois sur les directions et les enseignants, avec des entrevues auprès des directions ou des directions adjointes, et puis auprès d'une trentaine d'enseignants de différentes branches, avec aussi une analyse documentaire de ce qui s'appelait à l'époque des conventions de gestion et de réussite éducative. Donc, l'interprétation clé que je développe dans le livre que je développerai aujourd'hui, c'est de dire au fond, ça fait longtemps au Québec, mais en Ontario c'est pareil, et dans beaucoup de pays c'est pareil, qu'on ne parle plus d'administration scolaire, uniquement d'appliquer les procédures, les règlements qui viennent du haut, ou de bien gérer les bâtiments. Bon, on parle plus depuis les années 80-90, de développer l'animation pédagogique ou le leadership pédagogique avec le mouvement de school improvement, enfin l'amélioration de l'école ou de l'école efficace. Et ça s'est retraduit, par exemple, au Québec, dans le référentiel des compétences attendues des directions. Mais même si, dans les faits, des chercheurs comme Saint-Germain ont montré que le temps réel accordé à la pédagogie est quand même relativement limité. C'est vrai au Québec, c'est vrai dans beaucoup de pays, je ne sais pas en Ontario, mais alors la thèse au fond qui traverse le bouquin, c'est de dire, par-delà le discours un peu enchanté du leadership, en fait, la gare donne les moyens aux directions et aux commissions scolaires de développer non pas un leadership pédagogique, mais une gestion des pratiques pédagogiques par différents types de moyens. Donc, une gestion au fond plus effective de la pédagogie qui s'opère grâce à toutes ces lois et ces outils mis en place par la gare. Et donc, un point important que je vais souligner, c'est que ce n'est pas du tout uniquement lié aux lois. Comme beaucoup d'acteurs le pensent,
je travaillais avec pas mal d'étudiants au Québec, ils sont focalisés sur l'institutionnel, les lois. Ouais. Oui, les lois, c'est important, évidemment, hein, mais il n'y a pas que les lois. En fait, il y a aussi et surtout, je dirais même, les acteurs qui promeuvent l'esprit de la gare, si je peux dire, et les outils qui sont mis en place. Et donc, les directions d'école, mais aussi les cadres et les directions générales des commissions scolaires, en tout cas celles qu'on a visitées, peut-être qu'il y en a qui sont plus prudentes, elles étaient toutes convaincues de l'intérêt de la gare pour améliorer les résultats et notamment pour promouvoir la réussite de tous, enfin au moins la réussite du plus grand nombre d'élèves. Donc elles étaient vraiment des bons apôtres au fond de ces lois et de cette politique par-delà. Et ils vont justement être convaincus que la gare, c'est un outil qui va leur permettre d'aller au-delà des limites des précédentes réformes, c'est-à-dire d'arriver à affecter les pratiques des enseignants, euh, peut-être pas dans les classes, mais presque dans pratique dans les classes. Et donc, euh, la gare va être l'occasion de mettre en œuvre une nouvelle forme de gestion des pratiques pédagogiques par-delà la gestion scolaire traditionnelle. Et cette gestion, elle s'appuie donc pas uniquement sur les outils managériaux que sont les outils légaux, les plans, les conventions, les contrats, les rapports, tout ça, c'est des outils assez classiques du management et du nouveau management public. Bon, c'est important, hein, ce n'est pas anodin, mais ça se combine avec d'autres outils qui sont beaucoup plus importants à mon sens, qui sont les outils numériques et quantitatifs. À l'époque, c'était géré dans les écoles et dans les commissions scolaires par un outil qui s'appelait Lumix, qui n'est plus utilisé, semble-t-il maintenant déjà, qui a été remplacé par un outil de Microsoft, et qui permet d'avoir des bases de données et d'outils d'analyse statistique sur les élèves, leurs performances, leur réussite, leur diplomation, leurs absences, et aussi des données complémentaires que les commissions scolaires vont parfois récolter, sur, par exemple, sur les climats d'école, les climats dans les cours de récréation, la satisfaction des parents, etc., etc. Tout ça peut être encodé dans les tableaux de mix. Et ce n'est pas que des outils managériaux ou des outils statistiques, c'est aussi des outils pédagogiques. Tout le monde dit la gare, c'est managérial, oui, c'est managérial, mais c'est aussi pédagogique. Et il y a aussi une série d'outils qui sont plutôt intéressants, a priori, les communautés d'apprentissage professionnel, les dames du livre écrit d'ailleurs là-dessus, réunions d'équipe par matière, par année d'études, tout ça apporte et va être très important dans la configuration des outils qui sont mobilisés pour mettre en œuvre la gare. Donc c'est un mixage d'outils managériaux, statistiques, numériques, pédagogiques qui produisent les effets de la gare. C'est pas uniquement les lois. C'est très important pour analyser les politiques éducatives, c'est d'aller au-delà simplement de l'institutionnel. Alors, je vais commencer par un peu illustrer justement les outils numériques et statistiques. Donc, on a un directeur général d'une commission scolaire qui nous dit là maintenant, bon, par exemple, maintenant, j'ouvre l'UMIX, je vois mon taux de réussite, je prends l'école X, il y a 27 groupes de sciences dans la commission scolaire, ben, je sais que le taux moyen, c'est 74% de réussite pour ma commission scolaire, mais on a beau avoir 74% des élèves qui réussissent dans la commission scolaire, mais ils sont peut-être qu'à 65% dans tel groupe classe de cette école-là. Ça fait qu'ils sont tout proches du 60% qui est la note de passage, et après, je peux aller voir pour tel enseignant. Cet enseignant-là, bon, ben, son taux de réussite est moins bon. Après ça, je peux me rendre pour un élève. Tous les garçons, toutes les filles, je peux faire ce que je veux avec les chiffres. Il exagère un petit peu, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut avec les chiffres. Mais donc, ça, c'est une reproduction d'un des tableaux du mix qu'on a pu analyser. Et donc, on voit qu'on peut, pour l'école 1, la comparer aux résultats dans une branche qui est le code du cours, la 55-410. On peut le comparer à la région, on peut comparer à la province, on peut comparer aux autres écoles de la CS4, on les a donné un numéro. Et donc, on va pouvoir aussi entrer dans les différents groupes d'élèves pour cette branche-là au sein de l'école. Et pour chacun de ces groupes d'élèves, ben, il y aura les moyennes des bulletins successifs, des étapes successives, les moyennes à l'examen ministériel, les moyennes modérées, les moyennes brutes,
Et donc, ils ont comme ça des données ici sur les groupes classes. Mais ils peuvent, comme le directeur général le disait, ils peuvent aller chercher les élèves individuellement aussi. Donc, ce tableau du mix, qui qui est en train de s'améliorer aussi, et se compléter avec d'autres données, est utilisé pourquoi? Mais essentiellement pour identifier les problèmes et mieux prioriser le travail de soutien et de suivi fait soit par l'école directement, soit par les services éducatifs de la commission scolaire. Et donc là, il y a une autre DG qui va nous dire, ben, on a 2 écoles qu'on a ciblées actuellement. Si on les sortait de mes résultats de mathématiques de secondaire 2, ma performance outrepasserait la cible. Et quand je les inclus, on est en échec. Donc, on sait qu'on a une intervention précise à faire. Ça nous permet de dire aux services éducatifs pour ces 2 écoles-là, conseiller pédagogique en français, conseiller pédagogique en mathématiques, faire des interventions intensives pour supporter l'équipe école, comprendre ce qui se passe dans ce milieu-là, pourquoi on est en échec dans ce groupe-là, dans ce niveau-là, ce groupe-là, mais c'est ce prof-là. Ah ben tiens donc, on est rendu là. Quand on sait que c'est un prof et qu'il est réfractaire à X, Y, Z, il y a d'autres formes de support qu'on peut apporter. C'est comme ça qu'on travaille avec les directions. Donc, ça permet d'identifier les problèmes et avec une particularité, une autre convergence, c'est que dans presque tous les entretiens qu'on a fait de cadres, de direction, voire d'enseignants, de DG de commission scolaire, il y a une croyance que les chiffres vont donner accès à la réalité vraie. Et le nombre de fois qu'on nous a dit les chiffres ou les données s'opposent aux perceptions. Donc, ça va permettre. Donc, il y a une volonté d'objectivation et une association des chiffres aux faits qui est très, très répandue, qui est probablement aussi liée à des formations plus larges que tous ces acteurs reçoivent. Donc, ça interpelle un peu des facultés d'éducation notamment. Et ces chiffres, en fait, contribuent au fond, d'une part, à définir ce qu'est le réel, définir institutionnellement ce qu'est la réalité. Et cette définition, elle a des limites parce qu'elle est liée à des chiffres qui ont eux-mêmes des limites. Mais cette définition qui a des limites est difficile à mettre en cause par les gens qui ne sont pas experts dans la construction des indicateurs qui ont été mis dans les données du mix et ceux qui ne sont pas experts aussi en statistiques, ce qui est le cas le plus général, y compris dans les directions d'école. Donc, ça sert à dire le réel et ça sert aussi à responsabiliser. Donc, c'est un levier de persuasion de la nécessité du changement et de la vérité, entre guillemets, des problèmes auxquels on est confronté. Et donc, voilà un cadre qui nous dit dans une autre commission scolaire, ben, pour confronter un enseignant à un problème de réussite, et quand je ne le fais pas à partir d'un chiffre, bien, je suis toujours dans les perceptions. Là, ce que ça permet de faire, les chiffres, c'est que je viens d'enlever les perceptions. Donc, on est dans la réalité vraie. Je ne perçois pas quelque chose de différent de toi. C'est pas ma perception contre la tienne. Je suis juste appuyé sur un résultat qui est celui-là. Donc, on est bien dans l'idée que, avec les chiffres, on a quelque chose de dur, de robuste, qui serait au-delà des perceptions ou en deçà des perceptions. Alors, ça, c'est plutôt à quoi servent les outils numériques statistiques. Bon, il y aurait beaucoup encore à en dire. Ça va de pair, comme je l'ai dit, avec une série d'outils pédagogiques et d'animation, au fond, pédagogique et un peu organisationnel aussi, à différents niveaux. Il y a des tables de concertation, c'est le terme utilisé, je ne sais pas si on l'utilise ici en Ontario, entre les directions d'établissement au sein des commissions scolaires. Certains disent c'est une communauté d'apprentissage processus. Et on les réunit, pourquoi? Dans 3 dans nos 4 commissions scolaires, c'était le cas. Pour, au fond, suivre les résultats de l'établissement, mais suivre surtout ce que fait la direction pour améliorer les résultats. Et donc, c'est une forme de formation, intervision, supervision collective, où on passe par notamment les recommandations de l'école efficace dans une des commissions scolaires où on a été. Il y a des suivis plus individuels des directions d'établissement au moment où ils doivent
établir leur convention de gestion et de réussite. À ce moment-là, il y a une rencontre. Et puis, il y a une rencontre à la fin de l'année pour voir finalement où on en est. Il y a aussi alors des communautés d'apprentissage professionnel dans les écoles, avec des réunions de suivi des résultats, soit par matière ou soit par année. Euh, Ces communautés d'apprentissage professionnel, je vais y revenir, sont plutôt top-down que bottom-up, puisque en fait, les problèmes dont on va se saisir dans ces communautés, c'est plutôt les problèmes que l'analyse des tableaux Lumix ont permis d'identifier. Par exemple, il y a un problème en français, secondaire 3, il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on réunit tous les profs de français de telle école. Voilà. Euh, il y a aussi comme outil plus pédagogique le développement d'épreuves externes, commission scolaire, qui était tombée en désuétude, d'après ce qu'on m'a dit, mais qui reprend du poil de la bête dans les années où il n'y a pas d'examen ministériel. Est-ce qu'il faut de nouveau des données pour dire ce qu'il en est de la réalité? Alors, quel est l'effet au fond? Dans quelle mesure la mise en œuvre de ces outils de la gare, dans quelle mesure ça va affecter l'autonomie professionnelle? C'est un sujet toujours délicat parce que d'une part, l'autonomie professionnelle, c'est un terme très, très polysémique. Donc, moi, je me base sur un sociologue de la médecine, un sociologue des professions très, très réputé qui est Elliot Friesen, qui va considérer les groupes, l'organisation professionnelle du travail comme une organisation parmi d'autres qui s'oppose à l'organisation bureaucratique d'une part et l'organisation par les usagers, par le marché d'autre part. Et ce qui caractérise l'organisation professionnelle, c'est l'autonomie. Et c'est une double autonomie. C'est une autonomie d'abord de décision qui est relative à la définition de qui peut accomplir le travail et comment. Et quand c'est les professionnels qui le définissent, on a de l'autonomie. C'est jamais une autonomie totale parce qu'il faudra toujours négocier avec les usagers ou avec les directions. Il n'y a pas de modèle pur, mais il faut qu'il y ait une certaine autonomie de décision des professionnels pour qu'on soit dans une organisation professionnelle du travail. Et c'est une autonomie de réflexion au sens où qui a rapport au savoir et à la définition des savoirs et des connaissances qu'on doit mobiliser dans les différentes situations de travail. Si les professionnels peuvent définir les contenus de ce qui est pertinent, c'est aussi une organisation professionnelle. Quand on leur dit ce qui est le savoir à utiliser, on est moins dans une organisation professionnelle. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur ce thème. J'ai écrit des choses là-dessus, comme disait Nathalie Bélanger tout à l'heure. Donc, il y a une dimension du pouvoir et du savoir dans l'autonomie professionnelle. Et donc, pour cerner en quoi la gare affectait l'autonomie professionnelle, on l'a demandé aux directions de nous dire, mais quelles sont leurs attentes par rapport de changement? Et qu'est-ce qu'ils font? Pas uniquement leurs attentes idéal, mais qu'est-ce qu'ils font actuellement pour changer les pratiques? Et donc, on a vu dans 3 écoles sur 4 que les directions explicitement souhaitent redéfinir les marges de manœuvre des enseignants, essentiellement dans 2 domaines. Surtout dans le domaine des pratiques d'évaluation. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça affecte, c'est un lien direct avec les résultats dont on parlait tout à l'heure. Il s'agit de les améliorer. Les contrats que les conventions de gestion définissent les pourcentages d'augmentation des différentes écoles ou des commissions scolaires. Elles n'ont pas toujours des cibles. D'ailleurs, les cibles ont été, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ils ont abandonné les cibles parce que ça faisait trop de résistance syndicale. Et les écoles ont dit, ben, si vous progressez et que c'est mesurable, c'est bon. Mais donc, comment progresser sur quelque chose de mesurable? Eh bien, il faut passer par une amélioration des résultats et l'attention aux pratiques d'évaluation est très forte. Et donc, il s'agit de prendre, au fond, les évaluations du MEC, donc du ministère de l'Éducation du Québec, comme une sorte d'étalon externe pour, d'une part, éviter les modérations du ministère en utilisant les mêmes critères que le ministère au moment de ses corrections, parce que les modérations du ministère, évidemment, plombent les résultats de l'ensemble de l'école. C'est aussi utiliser les mêmes critères d'évaluation pour favoriser la préparation des élèves aux examens ministériels. Alors, ça passe par des
aussi des demandes d'harmonisation des pratiques d'évaluation entre les collègues. Alors, dans le meilleur des cas, c'est les collègues en français ou en mathématiques qui se mettent d'accord sur leurs critères d'évaluation. Donc, ça peut être une décision partiellement collective, mais fortement suscitée en fonction du résultat à atteindre et de l'enjeu que représentent ces résultats pour l'école. Deuxième grande demande, c'est par rapport au programme ou à la couverture du programme. Il y a une demande de conformité par rapport au programme de l'école québécoise et de conformité en particulier par rapport à la progression des apprentissages. Je ne sais pas si vous le savez, mais le programme de l'école québécoise, ça date des débuts des années 2000 de la réforme, mais la progression des apprentissages, ça s'est mis en place avec la gare, après 2000, en 2009. Donc, ils ont en fait un peu recadré le programme de l'école québécoise, qui était très ouvert, très socio-constructiviste. Mais la socio-constructivisme, ça va pas tellement facilement avec des épreuves standardisées, avec des critères d'évaluation standardisés. La progression des apprentissages, c'est un outil d'alignement des curriculums sur les pratiques d'évaluation. Et du coup, elle devient un outil pour les directions. Vous dites, bon, vous allez davantage être en cohérence avec cette progression des apprentissages. Et on va centrer aussi l'enseignement sur ce qui est évalué dans les examens. Et donc ça a beaucoup d'importance pour la suite. Les contenus pertinents, les plus pertinents, les compétences les plus pertinentes évaluées aux examens ministériels sont celles qu'on va inciter les enseignants à valider. Je vais revenir là-dessus dans les réactions des enseignants, parce que c'est un point sur lequel, évidemment, ils ne vont pas toujours être très, très d'accord. Il y a aussi une demande d'harmonisation des contenus entre les niveaux. Il y a des choses positives là-dedans. C'est vrai que si on fait 3 fois la même chose pour rien, c'est peut-être pas idéal. Donc, il ne faut pas non plus tout noircir. Mais voilà, ça c'est une deuxième demande. Troisième demande, c'était sur les pratiques pédagogiques dans les classes. Et là, il y a moins de demandes explicites. Il y a une autonomie professionnelle dans les classes pédagogiques qui est garantie par les conventions collectives au Québec. Donc, ils sont prudents là-dessus. L'autonomie de réflexion, c'est une autre dimension donc, de l'autonomie d'un groupe professionnel. Elle est là. Il y a une attente de réflexivité des directions vis-à-vis de leurs enseignants, notamment par rapport à l'efficacité de leurs pratiques pédagogiques. On leur demande de regarder leurs résultats, de se demander mais pourquoi ça a marché ou pourquoi surtout ça n'a pas marché. Et donc, ça va être repris quand ça ne marche pas. Donc, quand on voit que les données disent mais il y a un problème sur la compétence lecture, là, il faut faire quelque chose, on réunit les équipes par de l'année concernée ou de la matière concernée, voire on réunit l'enseignant individuellement pour une supervision pédagogique individuelle, mais ce qui est plus rare, en fait, beaucoup plus rare, notamment pour des raisons de temps. Les directions disent on n'a pas le temps, tout simplement, mais ils chargent leur direction adjointe de faire ou leur conseiller pédagogique d'aller faire la réunion avec les enseignants dont les résultats posent problème. Et donc, cette obligation de réflexivité, elle est évidemment favorisée par la possibilité de visibiliser non seulement les résultats, mais aussi parfois ce que chacun fait dans les réunions d'équipe. Donc, les réunions d'équipe, chacun doit un peu, pas se mettre à nu, mais se dévoiler un peu vis-à-vis des collègues. Et ça va pousser à la réflexivité collective ou individuelle, même si certains enseignants vont être assez rébarbatifs. Donc, il y a une visibilisation, non seulement des résultats par les statistiques, mais une visibilisation partielle des pratiques, aussi par les conseillers pédagogiques qui font des walkthroughs dans les écoles, qui vont voir certains enseignants sur la manière dont ils pratiquent. Et donc, cette réflexivité, elle n'est pas totale. Elle n'est pas sur le sens de la gare, les finalités de l'école, le contexte. Elle est surtout sur le rendement, où elle est instrumentale, comme on dit. Elle se demande, est-ce qu'on est efficace? Donc, on est bien toujours dans cette logique-là. Et elle est mobilisée, comme je disais, par différents acteurs et différentes occasions de réunion. Donc, en résumé, j'essaie de documenter avec l'aide des assistants de la chaire de recherche comment la mise en œuvre de la gare conduit à une gestion beaucoup plus systématique des pratiques pédagogiques, pas directement dans les classes, mais autour, qui, au fond, renforce le lien de subordination d'emploi des enseignants vis-à-vis
de leur employeur, c'est-à-dire la commission scolaire. Comment? Il y a déjà un lien de subordination, hein, c'est un employé, un enseignant ou une direction aussi d'ailleurs. Mais il y a un pouvoir effectif sur leur travail qui s'accentue et qui grignote au fond leur autonomie professionnelle au profit d'autonomie de décision, au profit de décision des cadres scolaires, donc notamment les, les directions, et au mieux, décision du collectif enseignant. Et puis une autonomie de réflexion qui est encouragée, mais avec des enseignants qui ont une position fragile cognitivement et symboliquement. Cognitivement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de vraiment contester les données qu'on leur rapporte, et symboliquement, parce que les conseillers pédagogiques vont aussi amener des... La définition des problèmes n'est pas facile à contester par les enseignants, mais la définition des solutions n'est pas non plus facile à contester. Parce que les conseillers pédagogiques vont dire, oui, mais moi, écoute, regarde, on a fait une étude de la littérature et les données probantes montrent que telle pratique est meilleure qu'une autre, ce que vont éventuellement contester les enseignants à partir de leur expérience, mais ils sont symboliquement un peu dominés parce que les conseillers pédagogiques vont pouvoir s'adosser sur l'évidence des faits, l'évidence des... Donc, c'est la manière dont la gare s'articule d'ailleurs à tout le courant d'evidence-based practice. Donc, je n'ai pas le temps de vraiment en parler, mais c'est deux approches qui sont en fait couplées dans les réalités. Ce n'est pas uniquement les lois de nouveau. Alors, cette gestion de la pédagogie, elle va plus loin qu'un simple encadrement légal ou réglementaire des pratiques qui existent de longue date. Ça fait longtemps qu'il y a des programmes que les enseignants doivent quand même respecter, et tant mieux. Et c'est beaucoup plus directif que la stimulation d'un climat d'école favorable à la construction de finalités partagées. Donc, tout ce qui est énoncé avec dans l'appel à l'exercice d'un leadership pédagogique ou transformationnel quand il s'agit de changer les choses, voire d'un leadership distribué. On peut en reparler dans la discussion, mais à mon avis, ce discours du leadership, qui est un discours qui s'est répandu mondialement, est un discours largement enchanté, au sens où il met l'accent sur soit les qualités intrinsèques du leader, bon, on sait que la littérature l'a fortement contesté, soit même sur un leadership partagé avec d'autres acteurs de l'école. Mais en fait, ça fait complètement l'impasse sur la manière dont il y a des tas d'outils qui sont mis en place pour produire des effets. Et donc, ces outils contribuent, comme je le disais tout à l'heure, à une forme de subordination accentuée, une emprise sur le travail qui va au-delà du contrat d'emploi. Donc, ce n'est pas uniquement les outils légaux qui produisent des effets, comme je le disais, c'est les outils numériques qui définissent le réel, les problèmes, les manques. C'est les outils pédagogiques qui mobilisent les subjectivités enseignantes. C'est les outils aussi d'évaluation qui sont implicitement des évaluations de la qualité des écoles ou des enseignants. On pourra y revenir. Donc, est-ce que c'est de leadership pédagogique ou de la gestion de la pédagogie? Moi, je dis que c'est plutôt de la gestion de la pédagogie. C'est des déploiements de nouveaux dispositifs de pouvoir savoir qui structurent les pratiques enseignées. Alors, quelles sont les réponses des enseignants par rapport à toutes ces demandes et par rapport aux attentes institutionnelles que j'évoquais, par rapport à l'évaluation, à la couverture des programmes ou aux pratiques pédagogiques? Pour le voir, on a analysé les entretiens d'enseignants à partir d'une grille d'analyse de Cynthia Coburn. À partir de cette analyse, on a montré que finalement, ce tableau, il reprend en fait les codages qu'on a fait des réponses enseignantes. Donc les pourcentages, c'est pas des, c'est quand un enseignant abordait une forme de réponse aux attentes, on la codait. Et donc, on l'a codé en fonction de la grille d'analyse de Coburn. Et donc, on voit que les fréquences les plus importantes, c'est l'assimilation, le rejet et puis le renoncement, sur lequel je reviendrai. Donc, l'assimilation, c'est le fait que les enseignants répondent aux injonctions questionnaires en les articulant à leur pratique, mais sans changer du tout leurs cognitions, leurs croyances. Au fond, ils changent un peu leur pratique, mais ils n'en pensent pas moins.
Le rejet, c'est quand ils… Alors, par exemple, oui, l'assimilation, c'est par exemple, ils acceptent de réfléchir au séquençage de leur contenu didactique, ou ils acceptent les critères d'évaluation, ils les apprennent du ministère. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas convaincus par les examens ministériels? Non, mais enfin, ils les reprennent quand même. Ils acceptent d'aller voir leurs données, les résultats de leurs élèves, ils le faisaient souvent avant d'ailleurs. Donc, alors le rejet, c'est quand ils n'obéissent pas. Par exemple, on leur demande d'être moins laxistes dans leurs évaluations. Il y a une école où c'était clair, c'était non. On leur demande de ne plus évaluer le français dans les branches qui ne sont pas le français. Pour l'équipe d'une des écoles, c'était non. C'était rejet. Donc c'était une école particulièrement rebelle, si je puis dire. Le renoncement, ce sont des enseignants qui, au fond, sont soumis à une très forte pression et qui n'ont pas d'autre choix que d'adopter la pratique qui leur est proposée, mais à contre-cœur. Donc ils renoncent. C'est une modalité que Coburn ne prévoit pas. Par exemple, c'est une enseignante de français qui ne voit plus la poésie, puisque ce n'est pas dans les examens ministériels. Elle renonce. Mais elle le fait complètement à contre-cœur. C'est plus que simplement dire que j'en passe pas moins, elle est vraiment démoralisée par ça. C'est un enseignant, lui, qui est favorable, un enseignant d'histoire, qui renonce à aller à l'Assemblée nationale du Québec pour aller voir avec ses élèves une séance, parce qu'il a un cours qui s'appelle Histoire et éducation à la citoyenneté. Par contre, il nous dit, ah oui, mais en histoire, à l'examen secondaire 4, mes examens performent un peu mieux. Ils connaissent mieux telle date. Voilà. Et alors, on a aussi d'autres réponses plus minoritaires qui sont on fait deux choses à la fois, structure parallèle, ou bien on découpe, c'est-à-dire on fait un simple une réponse de surface. Si on rassemble les modalités plutôt d'acceptation, accommodation et assimilation, on voit que ça fait 41% des réponses. Les oppositions relatives, ça fait 42% des réponses. Et le renoncement, ça fait 16% des réponses. Donc on voit que les enseignants sont relativement… il y a des réponses très variées, et ça peut être chez le même enseignant. Hein. Je précise aussi que le même enseignant peut avoir, pour telle chose, il est opposé, mais pour telle autre, il est d'accord. Hein, c'est complexe, le métier d'enseignant, donc c'est normal que la complexité se retrouve dans les réponses. Alors, est-ce que la politique, on voit que la politique il y a des diversités de réponses, mais est-ce qu'elle est légitime? Bon, malgré les finalités nobles que j'évoquais, ben, la gare est une politique qui est controversée sur le terrain. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'il y a une adhésion claire des commissions scolaires et des directions, et qui contraste avec la faible légitimité pour les enseignants. Donc, de façon générale, les enseignants qu'on a interviewés étaient rarement totalement réceptifs ou totalement opposés. Souvent, ils étaient ambivalents. Et néanmoins, de nouveau, c'est un tableau qui reprend le codage des réponses enseignantes sur les thèmes de la légitimité. Et on voit que les codages illégitimes sont plus nombreux que les codages légitimes. Il y en a 64% des légitimes. Alors, on peut différencier selon les différents aspects de la gare. Les finalités sont nobles, comme je disais. Donc, les enseignants achètent. Ils sont d'accord. Oui, ben, on est pour le réussite du plus grand nombre d'élèves, peut-être pas tous, mais le plus grand nombre. Oui, on veut que nos enseignants réussissent aux examens ministériels pour avoir leur diplôme. Pas de problème avec ça. On est souvent pour le bien-être de l'enfant ou de l'élève aussi. Mais on ne veut pas que toute la responsabilité de l'enseignant soit imputée à l'enseignant, parce qu'il y a une série de facteurs externes à l'école ou internes à la politique éducative, ou internes à la commission scolaire, ou internes à l'école, qui expliquent aussi pourquoi ça ne marche pas si bien que ce qu'on voudrait. Donc, ça, c'est des aspects non légitimes. Les outils légaux, les plans, les conventions, c'est de la paperasse. Ça, c'est le problème du directeur, c'est pas mon problème. Beaucoup ne le connaissent même pas. Ils savent qu'on les confronte aux résultats à l'Assemblée générale du début d'année, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dans la convention, même si, sauf ceux qui ont été mêlés dans des
dans des CPE ou à la confection de la convention. Alors là, ils connaissent un peu mieux. Les plans de réussite, il y a peu de légitimité cognitive si les objectifs sont jugés irréalistes par les enseignants et parfois sont jugés irréalistes par les cadres et les directions générales aussi. Si on prend alors les chiffres dont j'ai beaucoup parlé, ils sont totalement non légitimes parce que d'une part, ils sont trop centrés sur la mission d'instruction et pas assez sur la mission éducation et socialisation, sur les 3 grandes missions de l'école québécoise. Les cibles fixes sont décriées parce qu'elles sont souvent irréalistes. C'est un peu mieux quand c'est en progression. Et j'ai dit tout à l'heure que les commissions scolaires 2 des 4 avaient même avant que... Maintenant, dans les nouvelles lois, c'est des progressions qui sont rendues, c'est plus des cibles. Mais ça revient au même, c'est des progressions chiffrées. Les inférences causales sont, quand on applique la responsabilité aux enseignants de manière unilatérale, sont considérées comme discutables cognitivement et injustes moralement. Les résultats moyens sont considérés, il y a une faible légitimité pragmatique, c'est-à-dire que c'est jugé peu pertinent pour nous aider, nous les enseignants, à améliorer nos pratiques dans nos classes. C'est donc peu pertinent et c'est souvent réducteur parce qu'on a une moyenne justement et ça ne nous dit pas comment je vais travailler avec Cynthia qui a que 42% en mathématiques et donc arriver à 60%, c'est impossible. Donc si je l'amène à 54%, c'est déjà pas mal. Mais ça ne fera pas la réussite de l'école. Donc ça n'a la réussite de l'école, c'est les résultats moyens. Bon, donc c'est peu légitime pragmatiquement. Enfin, les indicateurs sont souvent des indicateurs que les commissions scolaires ou les directions vont éventuellement pouvoir manipuler au sens où il y a eu, on ne peut pas prouver exactement l'ampleur du phénomène, mais beaucoup d'enseignants nous ont parlé de pression à la manipulation des notes. J'ai vu ça a été à un moment donné thématisé dans la presse. Alors au niveau des moyens, il y a des enseignants qui vont nous dire, grâce aux conventions, ben, on a une orientation des moyens en termes de soutien mieux orientée. Donc, c'est bien. Mais il y en a d'autres qui vont, et parfois les mêmes en même temps, vont dire, mais on manque de moyens. On nous donne des objectifs en termes d'inclusion. Un des objectifs, c'est la réussite des élèves définis comme handicapés, les HDA. Et donc, on ne donne pas assez de moyens de ce point de vue-là. Et il y a un sentiment aussi de pression à la performance à moyens égal, voire inférieur. Donc ça revient aussi souvent. C'est aussi un discours syndical, en passant. Enfin, sur le climat de l'école, il y a eu beaucoup d'aspects non légitimes qui sont l'imputation par les enseignants aux directions d'une stratégie d'image et du bien paraître uniquement pour que l'école ne paraisse bien dans les classements faits par le ministère et que les parents consultent plus ou moins lorsqu'il s'agit de magasiner l'école. Et enfin, en tout cas, à l'interne, un climat de comparaison qui entraîne un sentiment de pression et de surveillance, même entre collègues parfois. C'est pas toujours le cas. Mais donc, ça, c'est des aspects non légitimes. Il y a une école où il y a plus une dynamique collective qui s'est mise en place et donc il y a une valorisation de la gare de ce point de vue-là. C'est grâce à la gare qu'on a mis ça en place. La direction a des bonnes relations avec ses enseignants d'ailleurs. Donc il y a une série de variations entre les écoles. J'ai fait et un article qui va sortir là-dessus qui serait à documenter. Donc c'est pas des effets. Ici, je chante beaucoup sur des effets, des tendances moyennes plus générales. Mais bien sûr, il y aurait à nuancer. J'ai déjà nuancé pour les enseignants qui disent qu'il y a des variations dans les enseignants quand ils répondent aux injonctions qu'on leur fait. Il y a des variations parmi les écoles et il y a aussi des variations parmi les commissions scolaires. J'ai fait un article avec mes assistants dans McGill Journal of Education là-dessus sur les logiques d'appropriation des commissions scolaires qui ne sont pas complètement identiques, mais qui sont toutes dans la logique que j'ai indiquée jusqu'à présent. Enfin, sur la reconnaissance professionnelle, donc une manière d'aller plus loin, de comprendre pourquoi c'est tellement peu légitime, alors que les enjeux, comme j'ai dit, ne sont pas des enjeux durs. C'est pas de high stake.
Et on ne comprend pas pourquoi ces enseignants sont si rébarbatifs. Ils doivent quand même devenir des professionnels. Ça, c'est le discours des directions. Mais la notion de reconnaissance d'Axel Honnête peut aider à comprendre des sentiments d'injustice et d'illégitimité qui ne sont pas liés simplement à la distribution des ressources les plus objectives, donc statutaires, salaires, ce qui explique aussi qu'internationalement, on a des réactions comme ça, alors que les salaires enseignants sont très différents d'un pays à l'autre. On lit un papier là dans le train sur le salaire enseignant en France, c'est beaucoup plus bas qu'ailleurs en Europe en tout cas. Donc, il y a des grosses variations des statuts, des conditions objectives, mais en même temps, il y a des enseignants qui réagissent un peu de manière, pas identique, mais disons, de manière proche, c'est peu légitime. Et la notion de reconnaissance permet de mieux comprendre ça parce que la reconnaissance des enseignants, elle est appréhendée par Honnête à partir de ce qui fait le respect de soi, ça c'est lié plutôt au statut, au droit, et ce qui fait l'estime de soi, c'est-à-dire la reconnaissance de ses contributions et en échange des rétributions qu'on en a. Et donc, la reconnaissance, l'estime de soi est affectée parce que la quantification du suivi ou les pratiques managériales violent parfois des principes moraux implicites à l'école, notamment la vérité, l'honnêteté quand on dit manipulation des notes, ou l'équité quand il y a un soupçon institutionnel qui s'installe, donc un sentiment de défiance, on perd la confiance parce que quant à leur engagement et à leur effort dans la quête de réussite des élèves. Quand je disais que les chiffres moyens, ça passe sous le radar, l'effort qu'a fait tel enseignant avec Cynthia. Son chiffre moyen n'a pas été beaucoup amélioré parce que Cynthia a un peu mieux réussi. Mais lui, il considère qu'il a fait beaucoup pour Cynthia. Mais ce qui importe pour la direction, c'est que la moyenne augmente. Et pour la commission scolaire et pour le ministère. Et donc, vous voyez que là, c'est là que cognitivement, il y a une pression. Mais alors, moralement, il y a un problème pour les enseignants. C'est-à-dire qu'on perd confiance dans ce qu'ils font. Ils doivent démontrer. Alors, il y a un sentiment, et ça mon exemple porte aussi là-dessus, c'est le sentiment de déni de la complexité de leur travail et de leur rapport singulier à la réussite de tel ou tel élève singulier, par-delà les moyennes statistiques. Et aussi, le fait qu'on responsabilise au moment même où parfois on enlève les moyens. Ça, c'était le moment où on a fait l'enquête. Le gouvernement libéral enlevait les moyens sur les soutiens pédagogiques. Alors, je dis, ben oui, on veut bien intégrer les élèves, mais si on n'a pas les moyens. Donc, ou, autre point, c'est que la gare introduit une valorisation instable. C'est-à-dire que on est toujours, bon, mes résultats sont bons cette année, mais est-ce que l'année prochaine, ça va être bon? Et donc, est-ce que je vais être aussi bien considéré par la direction? Parce que l'année prochaine, ça va peut-être faiblir. Donc, la valorisation de ma contribution, de mon estime est beaucoup plus instable, d'où risque à la longue d'une fatigue, voire d'un épuisement. Donc, en fait, c'est l'article que Nathalie Bélanger a cité tout à l'heure. L'approche par la reconnaissance permet justement de cerner ce qui n'est pas du dur comme fer et que les syndicats généralement accentuent, parce que c'est là-dessus ils peuvent au moins revendiquer clairement. L'estime de soi, c'est beaucoup plus variable, mais ça joue beaucoup dans l'appréciation finalement par les enseignants de cette politique. Alors, je terminerai en abordant la question, mais tout ça peut-être pourrait être justifié si jamais, au fond, les résultats s'amélioraient. Ça, c'est le ministre qui va me dire ça. Bon, des collègues m'ont déjà dit ça. Et alors, effectivement, le ministère dit au Québec, il y a eu une amélioration, les taux de diplomation et de qualification se sont améliorés. Ils ont fait deux comparaisons de cohortes. Donc, une cohorte entrée en 2002, une cohorte entrée en 2009, 7 ans après. Donc, ça, c'est un des buts de la ministre, hein, c'est le taux de diplomation avant 20 ans. Donc, c'est 7 ans après l'entrée dans le secondaire. Et donc, ils disent, ça passe de 71, 72% à 80%, augmentation de 8%, cocorico, ça marche. Et les taux de décrochage, qui sont l'inverse des taux de diplomation, le décrochage se mesure par le fait de ne pas avoir une diplomation, il diminue, donc très bien. Dans le livre, dans les annexes, je mets des courbes. Effectivement, bon, donc c'est bien.
les écarts entre les sexes diminuent un peu, 8,5, 8,6 au lieu de 10, bon, toute petite diminution. Mais c'est discutable, en fait, à mon avis, parce que d'une part, le ministère lui-même dit, mais 3% de l'augmentation des 8%, c'est lié à la création de certificats qui ont été créés pendant la période d'observation. C'est des certificats de métiers semi-spécialisés qui ont été créés, notamment pour favoriser ceux qui n'arrivaient pas à passer en enseignement professionnel, mais à qui on donne quand même une qualification, une semi-qualification. Donc, ça diminue. Mais surtout, si on prend les diplomations dans le seul diplôme d'enseignement général, ça n'augmente pas. Et les résultats aux examens ministériels, curieusement, ne s'améliorent pas entre 2005 et 2017. Donc, les moyennes des notes, c'est toujours entre 69 et 72%. C'est relativement stable. Et les taux de réussite, ça fluctue autour de 70%. Il y a des tableaux dans les... Et les tableaux de nos commissions scolaires sont pratiquement, suivent les courbes du ministère, donc de la moyenne des écoles publiques québécoises. Donc, en fait, l'efficacité, elle n'est pas flagrante. Par contre, il y a toute une série de... Là, ça devient plus une discussion normative. Au fond, il y a une discussion normative à avoir. C'est que, au fond, à mon sens, les politiques québécoises ou ontariennes qui ont... L'Ontario a été une des sources d'inspiration du Québec, faut-il le dire. C'est développé dans une autre partie du livre. C'est l'Ontario qui a montré la route du Québec. Donc, c'est une politique réflexive, enfin, pas douce, mais en tout cas qui tient compte de la participation des acteurs, des enseignants. À mon sens, elle produit quand même des effets très proches des politiques dures. Par exemple, c'est que les objectifs des établissements sont centrés sur les objectifs que leur fixe le système. Ils ont beaucoup plus difficile à élargir ces objectifs en fonction de leur contexte social. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, on a plus à faire une gestion de la pédagogie qu'un leadership distribué, ce qui est souvent dit dans le discours. On a donc une influence soit de la hiérarchie, soit d'une expertise d'une élite technopédagogique sur les pratiques enseignantes. C'est une des thèses de Freyson sur la médecine, notamment la médecine de famille. Elle est de plus en plus sous la coupole ou la coupelle d'une élite techno-médicale. Il n'y a pas de sanction formelle, comme on l'a dit, mais il y a une surveillance qui conduit à une normalisation des pratiques. Moins de créativité, de contextualisation, car il y a un contrôle accru, non seulement de l'efficacité, je l'ai dit beaucoup, mais des déviations par rapport à ce que seraient des standards de pratique de référence qui seraient supposés plus efficaces. Bon, parfois, elles ne le sont pas, mais on va faire savoir que c'est peut-être pas ce qui est le plus approprié dans la situation. Et c'est un conseiller pédagogique qui est supposé mieux savoir, qui le dit, ou un chercheur, voilà. Donc, il y a un effet de ce point de vue-là. J'ai déjà aussi insisté sur la confiance un peu excessive qui est donnée dans les données. Moi, je suis pas contre les données, franchement. Il faut aussi des indicateurs, mais là, il y a une confiance un peu excessive dans les données. Il y a aussi, et certains vont dire que c'est très bien, il y a une réduction curriculaire au sens où on apprend ce qui va être évalué. Certains vont dire, mais oui, mais c'est bien. On retourne aux bases, mais l'éducation à la citoyenneté dont je parlais, là, elle passe un peu à la trappe. Il y a aussi une distanciation, comme on l'a vu, entre les enseignants et les cadres, les directions, au moment même, une distanciation dans la perception de leur métier, au moment même où on parle tout le temps des équipes écoles qui doivent collaborer, donc il y a un peu une tension là. Et enfin, il y a une perte d'autonomie professionnelle qui a été documentée par ailleurs, et une forme donc de déprofessionnalisation. En fait, c'est pas un problème facile. Donc, on peut se demander au final s'il faut poursuivre. Bon, je sais bien que je n'ai pas beaucoup d'effets sur la décision, mais il faut peut-être rappeler que la gare, sa gestion de la pédagogie verticale étroite, centrée sur les cibles organisationnelles, c'est une forme de responsabilisation, et il y en a d'autres. Par exemple, en Finlande, savez-vous qu'il n'y a pas d'examen ministériel centralisé? C'est des bons élèves, le Québec aussi, d'ailleurs, et l'Ontario aussi, c'est des bons élèves du PISA. Ils performent très, très bien.
Mais en Finlande, c'est les municipalités qui sont responsables des écoles, un peu comme les commissions scolaires, mais ils font leurs évaluations en fonction des programmes qu'ils se donnent pour leurs écoles. Grosse nuance, avec beaucoup d'autonomie des équipes aussi, beaucoup de formation aussi. Bon. Donc, il y a d'autres formes, parce qu'on pourrait dire, c'est normal que les enseignants soient un peu responsabilisés sur la réussite de leurs élèves. Bon, on peut dire, ok, d'accord. Mais il y a plusieurs formes de responsabilisation. Donc, la question est ouverte. Donc, on pourrait s'inventer. Donc, il y a d'autres formes. Voilà, mais je vous remercie. Donc, je rappelle un peu le livre qui est... et alors, ça, c'est la revue dont a parlé Nathalie Bélanger. C'est donc les enseignants et la reconnaissance professionnelle. Et donc, on a fait un article parmi d'autres articles qui sont des articles plus sur la France. C'est tout un numéro spécial sur la reconnaissance professionnelle, avec, au fond, donc des données qui ont été analysées un peu en fonction de la théorie de la reconnaissance de Axel Honneth. Voilà, mais je vous remercie et je serais ravi d'avoir les questions du public Merci. présent ou en ligne.